Vous êtes bien dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. Liste du règlement de compte familial se précise dans l'affaire Pastor. 2 Marseillais sont toujours en garde à vue. Ils sont soupçonnés d'avoir assassiné la milliardaire monégasque. La Ligue des droits de l'homme s'attaque à l'arrêté de Robert Ménard instaurant un couvre-feu à partir de 23h à Béziers. L'association demande la suspension et l'annulation de cet arrêté. Une vaste opération de contrôle a eu lieu ce matin dans tout le sud de la France. Les cambriolages et les différents trafics étaient particulièrement visés. Et puis, premier jour d'une nouvelle grève à la SNCM. Les marins ont cessé le travail aujourd'hui à quelques jours du début de la saison estivale. La piste du règlement de compte familial semble donc se préciser dans l'affaire Pastor. 23 personnes ont été arrêtées dans toute la France. Parmi elles, 2 Marseillais soupçonnés d'avoir commis l'assassinat de la milliardaire monégasque pour le compte de sa fille et du gendre. Reportage Romain Péric. C'est grâce à des analyses ADN, des études des téléphones portables et des différents systèmes de vidéosurveillance publique que 2 des 14 personnes interpellées hier à Marseille ont été identifiées. À visage découvert, ces 2 individus d'origine comorienne âgés de 31 et 24 ans et connus de la justice ont pu être tracés depuis Marseille jusqu'au lieu du crime à Nice. Lors des perquisitions effectuées hier dans leur domicile, ont été retrouvés un sac de sport identique à celui utilisé pour transporter l'arme le jour des faits, mais également des sommes d'argent importantes, par exemple, à côté de Rennes, au domicile de l'un des 2 suspects, a été retrouvée la somme de 10 000 € en coupures de 100 et 200 €. Il semblerait donc que ces suspects aient exécuté un contrat. D'autre part, des flux financiers louches ont été repérés sur les comptes bancaires du gendre d'Hélène Pastor. Lui et son épouse ont été placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête. Mais pour le moment, aucun mobile n'a été prédéfini pour cet assassinat. La piste des mafias semble être écartée au profit de l'hypothèse familiale. Des précisions sur le sujet seront apportées vendredi. La Ligue des droits de l'homme de l'Hérault a déposé un recours devant le tribunal administratif de Montpellier, un recours contre l'arrêté du maire de Béziers, Robert Ménard, proche du Front National, un arrêté qui interdit aux mineurs de 13 ans de circuler dans certains secteurs de la ville sous peine d'amende de 23h à 6h du matin. La Ligue des droits de l'homme demande tout simplement la suspension et l'annulation de cet arrêté. Une date d'audience devrait être fixée. Réponse d'ici 15 jours. Nous pensons obtenir gain de cause tout simplement parce que ce type d'arrêté a déjà été annulé ou suspendu lorsqu'il a été pris, comme dans les conditions dans lesquelles il a été pris à Béziers. Je vous donne 2 exemples. Le premier, c'est le fait d'instaurer une amende pour un mineur de moins de 13 ans. En fait, ça n'est pas autorisé par la loi. La loi interdit en fait les amendes pour les mineurs de 13 ans. Donc ça, c'est une première chose. C'est une inégalité grave et ça a déjà été sanctionné par les juridictions administratives. C'est une opération qui a été menée dans tout le sud de la France, dans 8 départements. Une opération qui visait principalement l'A7, l'A8 et l'A9. Il s'agit d'un dispositif de lutte contre les cambriolages et les différents trafics. Sa particularité, elle a été menée conjointement par différentes forces de l'ordre. Reportage Olivier Michel. Il était 9h30 ce mardi 24 juin lorsque les forces de l'ordre ont, dans le cadre de l'opération Gaz 789, investi les commerces du chemin bas d'Avignon, un quartier nîmois classé en ZSP. Là, on va contrôler un certain nombre de commerces, à la fois au niveau de savoir, là, on a vu des débits de tabac, au niveau du fisc, s'il y a des amendes à recouvrer, s'il n'y a pas de travail clandestin. Qu'est-ce que vous venez de trouver? Des cartouches qui ont été importées en contrebande, certainement des pays du Maghreb. Lors de voyages touristiques, ils procèdent à de telles importations irrégulières. Des trafics qui passent bien souvent par voie routière, d'où les contrôles effectués aujourd'hui de Menton à Narbonne sur les péages des autoroutes A7, A8 ou A9, comme ici à Galargues-le-Montieux. Objectif, s'adapter aux différentes formes de délinquance en coordonnant, fait rarissime, 1800 hommes de services différents, police nationale, gendarmerie, douane, CRS, GIR, police de l'air aux frontières. C'est fini les chapelles. Il faut mettre notre savoir en commun, nos connaissances en commun, quelquefois notre matériel en commun,
pour le bien de tous. Il y a une délinquance diverse et mobile. On répond par une coordination encore accrue des services de l'État pour réussir à obtenir des résultats et pour apprendre à travailler ensemble. L'opération Gaz 789 aura permis l'interpellation de 349 personnes pour usage de stupéfiants, port d'armes ou cambriolage. Parmi eux, 170 étrangers en situation irrégulière. 12 kilos de cannabis ont également été saisis à la frontière espagnole. Autre titre ce soir avec une nouvelle grève à la SNCM. À l'exception du syndicat des travailleurs corses, tous les autres syndicats ont appelé les marins à cesser le travail à quelques jours du début de la saison estivale. Une grève pour dénoncer les choix de l'actionnariat et du gouvernement. Marguerite Kioch. Pas de bateau pour Tunis ce matin et des passagers privés de voyage. Ce matin, à l'embarquement, des dizaines de personnes cherchaient encore une solution pour rejoindre leur destination. Ils nous ont rien dit, ils nous ont même pas envoyé un texto. Et là, on se trouve coincé. Bon, nous, ça va, mais il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des gens malades. Et ils nous ont changé notre billet. Il faut qu'on aille jusqu'à Gênes, donc 450 km de plus. Ça fait 24 heures qu'on n'a pas dormi, mais bon, ça, c'est... voilà, quoi. Une grève lancée à 8 jours des vacances scolaires, un moyen pour les salariés de faire pression sur le gouvernement. Depuis le changement de direction voulu par l'actionnaire Transdev, le plan de relance de l'entreprise et l'achat de 4 nouveaux navires semblent compromis, alors que le gouvernement avait d'abord soutenu le projet. L'État manque à sa parole, les solutions existent, c'est un immense gâchis, c'est un cataclysme pour PACA comme pour la Corse, pour Marseille comme pour la Corse, bien au-delà des 2000 emplois qui en induisent facilement 6000 de plus. L'urgence pour les salariés, trouver un repreneur crédible, car Transdev a l'intention de se désengager de la compagnie maritime. Les actionnaires ont été clairs lors du dernier conseil de surveillance. Ils ont été clairs dans les médias, ils l'ont annoncé. C'est le tribunal de commerce en septembre. Maintenant, parce que comme je vous le dis, si les 4 navires ne sont pas commandés, la DSP ne tient plus, la SNCM n'a plus rien. Un conseil de surveillance de la SNCM se tiendra vendredi à Paris. Lancée par les 6 organisations syndicales de l'entreprise, la grève est suivie par toutes les catégories de salariés, navigants ou sédentaires. Autre perturbation dans les transports aujourd'hui avec une grève des contrôleurs aériens. Il s'agit d'un mouvement à l'appel de l'UNSA-ICNA, le 3e syndicat des aiguilleurs du ciel. Le trafic a été particulièrement perturbé dans le sud de la France. En moyenne, 1 vol sur 5 a été annulé. On écoute quelques réactions de voyageurs recueillies à l'aéroport de Marignane par Axel Buteau. Là, on vient d'arriver, on voit qu'il y a 50 minutes de retard. Donc on va patienter comme on peut, on va prendre un café. Voilà, on prend son mal en patience. C'est pas toujours évident, mais il faut bien patienter, il n'y a pas le choix. On va être patient, on va voir un peu les décalages qu'il va y avoir sur les départs. De toute manière, j'ai pas le choix, il faut que je parte aujourd'hui pour des raisons professionnelles, donc je vais attendre. Je n'ai pris des rendez-vous que demain en prévision de cette grève. Donc voilà, on attendra. Et à propos de transport aérien, toujours aujourd'hui, c'était le 2e et dernier jour du procès en appel de Ryanair à Aix-en-Provence. La compagnie irlandaise est jugée pour travail dissimulé. Aujourd'hui, la journée était consacrée aux plaidoiries et aux réquisitions. Reportage Sidonie Caneto. La décision de la Cour d'appel est mise en délibéré au 28 octobre prochain. L'avocate générale a requis la confirmation de la culpabilité et de la peine prononcée en première instance. Ryanair avait écopé de 200 000 € d'amende. La défense, pour sa part, a basé sa plaidoirie sur le côté inéquitable du procès. On veut notre condamnation au titre du droit européen. Or, la base de Ryanair à Marseille, c'est la même que de nombreuses autres bases dans d'autres pays européens. Elle est construite, elle est faite, pensée, conçue sur le même modèle. Et dans ces autres pays européens, où c'est censément le même droit qui s'applique, on ne nous poursuit pas et personne ne prétend que nous méconnaîtrions les règles de sécurité sociale ou du droit du travail. Les avocats de la défense considèrent le comptoir de Ryanair à l'aéroport de Marseille-Marignane comme une base opérationnelle, donc assujettie au droit irlandais, nationalité de la compagnie low cost. Or, pour les avocats des parties civiles, il s'agit d'une base d'exploitation, donc dépendante du droit européen. Ryanair étant installé à Marignane depuis de nombreuses années, vous avez une convention qui a été conclue avec la Chambre de commerce et de l'industrie pour une dizaine d'années. Nous avons effectivement des salariés qui ont attesté la prise de service à Marignane. Bref, on a un faisceau d'industrie qui conduit tout naturellement à assujettir la société Ryanair au droit français.
Les salariés de Ryanair étaient low cost, voire très low cost. C'est en ces termes que l'avocate générale a poursuivi ses réquisitions, parlant de profits réalisés sur les salaires, puisque ce n'était pas possible de le faire sur les billets. Elle a également évoqué une forme de concurrence déloyale. Dans l'actualité également aujourd'hui, les salariés du support technique d'IBM étaient en grève. Une journée d'action nationale. Ils étaient une trentaine à se rassembler devant le site montpelliérain du groupe. Ils réclament des augmentations de salaire et une amélioration de leurs conditions de travail. Écoutez. C'est très important au niveau des entités IBM, quelle que soit l'entité, du fait de ces différents plans de départ, du fait de ces manques de ressources, du fait de ces manques de formation, du fait de la politique salariale, du fait de la politique de la gestion du personnel national et international. Que faut-il retenir dans le reste de l'actualité? On voit ça avec ce résumé préparé par Léa Ruguillot. Le Conseil d'État ordonne l'arrêt de l'alimentation de Vincent Lambert. Les 4 précédents jugements étaient en faveur de son maintien en vie. Les juges ont cette fois estimé que le garder en vie relevait d'une obstination déraisonnable contraire à la loi. Les parents du patient, en désaccord avec la décision, ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Ce matin s'ouvrait la conférence nationale sur l'évaluation des élèves. Le but est d'établir une nouvelle politique afin de stimuler les élèves au lieu de les décourager. Benoît Hamon juge ce système de notation contre-productif. Il souhaite compenser les notes par d'autres formes d'évaluation afin d'en finir avec les délits d'initiés. Cette nouvelle politique devrait voir le jour début 2015. Rassemblement surprise des agriculteurs ce matin à Paris. Ils étaient plus de 200 place de la Concorde. Ils manifestent contre la multiplication des contraintes imposées au milieu agricole. Une opération coup de poing afin de mettre en garde les élus de l'Assemblée nationale. Ces derniers examinent depuis ce matin un projet de loi d'avenir sur l'agriculture. Marine Le Pen n'a pas réussi à former un groupe au Parlement européen. Elle avait jusqu'à hier pour réunir 25 députés issus de 7 pays différents. Elle avait déjà rallié des partis autrichiens, belges, italiens et néerlandais, mais il lui a manqué 2 autres pays représentants. On s'intéresse à présent aux jeux vidéo avec un événement et la sortie d'un nouveau jeu d'Ubisoft, le poids lourd montpelliérain dans le domaine. Créateur de Rayman et des Lapins Crétins, le studio propose cette fois un jeu historique, Soldats Inconnus, mémoire de la Grande Guerre. C'est un reportage de Vincent Pereira pour midilibre.fr. On a voulu montrer qu'est-ce qu'était la guerre de 14-18 du point de vue des soldats, du point de vue des gens normaux, des anonymes, en fait un peu nos arrière-grands-parents. Le chaos de la Première Guerre mondiale est donc le décor de cette aventure où le destin de 4 personnages et un chien s'entrecroisent. L'objectif ? Survivre à l'horreur des tranchées. Donc le chien Walt, c'est le fil rouge qui lie tous ces personnages parce que c'est des personnages qui viennent de pays différents. Donc on a Émile qui est le fermier français, on a Anna la belge qui est une infirmière qui s'engage en tant qu'infirmière, on a Freddy qui est un américain légionnaire qui s'engage à la Légion au début de la guerre et on a Karl évidemment qui est l'allemand et qui est en fait le gendre d'Émile dans l'histoire. On a alterné un peu à la façon d'une série télé, c'est-à-dire qu'on va jouer une phase avec un personnage, changer, puis revenir au premier personnage auquel on jouait. Et cette façon, ça nous a permis aussi de dynamiser l'histoire. Le jeu vidéo comprend de nombreuses énigmes et s'appuie sur une vérité historique. La correspondance des soldats et des prisonniers de guerre, français ou allemands, ont servi de support pour mieux coller à la réalité. Je savais que j'allais être le seul graphiste, donc il a fallu aussi que je développe un style graphique rapide, percutant, efficace. Donc la 2D avec aplat pour un projet de cette taille, parce qu'on va couvrir toute la guerre, donc il y aura beaucoup de choses à montrer. Donc pour moi, ça a été c'est ce qui s'est imposé. Une équipe d'une 40aine de personnes a été mobilisée sur cette aventure, au graphisme proche à la fois de la BD belge et des mangas japonais.